Dans la tech, il y a 3 questions à se poser. Qui sait, qui décide et qui décide qui décide? Et je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue technologique et donc le qui sait pour moi doit s'orienter sur qui sait comment ça marche, qui sait comment ça a été conçu. Et typiquement, tu vois, prenons l'exemple de ChatGPT. Qui sait comment ça marche? Qui sait exactement quelles sont les données d'entraînement, quels sont les poids qui sont donnés dans un algorithme à telle ou telle décision, etc. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Louis de Diesbach, qui est éthicien de la technique, écrivain et consultant chez BCG. Bonjour Louis, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup, Julien, de l'invitation. Ravi d'être là. Donc, non, très chouette. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler d'IA évidemment, mais on va surtout parler d'éthique, un peu peut-être de philosophie, et puis de tous ces sujets clés qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Avant de se lancer, j'aimerais bien comprendre exactement, c'est quoi l'éthique de la technique et c'est quoi ton métier et qu'est-ce qui t'intéresse dans ce métier exactement? Le tout en 3 minutes, bien sûr. Alors c'est évidemment, Bon, évidemment, non, c'est évidemment compliqué. L'éthique de la technologie, même au sens, je dirais, l'éthique appliquée, en fait, c'est une dimension de la philosophie. Donc en fait, quand on fait de l'éthique, on fait de la philo. Tu vois, on dit toujours, il y a 4 grands domaines dans la philosophie qui sont la métaphysique, l'épistémologie, la logique et l'éthique. Donc vraiment, voilà, c'est un des grands piliers de la philo. Et donc effectivement, l'éthique appliquée, c'est en fait un peu la tentative d'expertiser des dilemmes moraux basé sur la raison et uniquement la raison. Et donc d'essayer de comprendre en tant qu'éthicien ou éthicienne, voilà, face à ce dilemme moral, quelle serait la bonne action à faire et de le justifier. C'est pas juste, voilà, tirer de mon c'est pas au doigt mouillé ou tirer un peu comme ça out of nowhere, c'est, quelle est la bonne justification? Et en sachant que l'éthicien ou l'éthicienne n'est pas la personne qui prend la décision. Je parle surtout notamment en entreprise. L'éthicien ou l'éthicienne arrive avec une justification ou plusieurs justifications pour plusieurs choix qu'on pourrait faire face à tel ou tel dilemme et ensuite, dans le meilleur des mondes, un collège de personnes se réunissent et dire: «Bon, bah, tiens, basé sur ça, basé sur les valeurs de l'entreprise, basé sur ce qu'on a envie de faire et cetera, face à tel dilemme moral, on va décider de faire A ou B ou C». Ça, en gros, moi, c'est un peu ce qui me passionne et spécifiquement par rapport à la technologie. Puisque donc un dilemme éthique, ça peut être un dilemme pour énormément de choses. Un truc qui a été, plus popularisé, je sais pas si c'est le bon terme, tu vois? Mais c'est typiquement les questions de fin de vie. Est-ce que, oui ou non, on doit débrancher cette personne? C'est un dilemme moral et l'objectif en tant qu'éthicien, c'est de répondre avec uniquement la raison et donc pas des perspectives politiques, religieuses, idéologiques. C'est juste vraiment d'essayer, en sachant toutes les limites de ces propositions, de ne répondre que par la raison. Ça, c'est, entre guillemets, ce que c'est que l'éthique, voilà, en sachant qu'il y a potentiellement d'autres définitions, mais c'est celle en tout cas que moi je prends. Et donc, pour revenir sur ta question, moi ce qui me passionne, c'est de comprendre ça par rapport à la tech. Et donc de comprendre un petit peu quels sont les différents enjeux par rapport à ça et on y reviendra certainement. Et aujourd'hui, j'occupe ma vie, je dirais, de 2 façons différentes. Donc tu le disais effectivement, le jour, c'est peut dire ça comme ça, je suis consultant chez BCG, sur notamment des problèmes tech, mais pas que. Et la nuit, je sais pas si je peux dire ça comme ça, moi en fait ce qui me passionne, c'est de lire, d'écrire, de commenter, de réfléchir, seul ou avec d'autres personnes, sur ces questions, d'éthique de la technologie. Et donc effectivement, comme tu le disais, j'ai pu écrire 2 bouquins sur certaines questions sur lesquelles on reviendra sans doute. Donc voilà, c'est un peu ça qui me passionne. Depuis combien de temps tu t'intéresses à ces sujets et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur où tu t'es dit: «Waouh, ça c'est un truc qui est vraiment intéressant, j'ai envie de creuser le sujet»? Oui, il y a eu 2 éléments, en fait, donc moi, là-bas, j'ai un background, d'école de commerce, et en fait, après avoir commencé à bosser, j'ai toujours eu envie de réfléchir un peu plus, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Et je pense que comme beaucoup d'enfants qui ont dit: «Je veux faire la philo», mes parents m'ont dit: «Non, non, 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 tu vas plutôt faire une école de commerce». Et donc et voilà, en fait, je bossais depuis 3 4 ans et mon épouse m'a dit à ce moment-là: «Écoute, Louis, vraiment, si tu as envie de le faire, faut que tu fasses maintenant, ce master en philo ou en éthique. C'est pas quand on aura des enfants que tu le feras». Elle avait raison. Et donc effectivement, voilà, je me suis lancé dans un master, en philosophie et en éthique. Donc ça a été assez, éclairant et c'est là d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé à écrire sur, en gros, en fait, ce que je voyais en cours et le monde extérieur et comment est-ce que je mettais un peu tout ça ensemble. Ça, c'est une première chose et après, il y a beaucoup de lectures qui m'ont touché, mais je répondais à la question il y a pas longtemps. Moi, un livre qui m'a touché sur les réflexions par rapport à l'IA, c'est le livre qui s'appelle «La fin de l'individu» du philosophe français Gaspard Koenig, où il fait un truc que moi je trouve très intéressant, c'est qu'il fait une sorte de tour du monde. Enfin, il passe en France, aux États-Unis, il passe, en Chine, il passe en Israël, pour vraiment poser un peu des questions aux professionnels de la tech au sens le plus large, donc celles et ceux qui la font, les ingénieurs et cetera, mais aussi
qui la vendent, mais aussi qui y réfléchissent, donc des philosophes, et cetera, et cetera. Et moi, c'est un bouquin que j'ai trouvé vraiment passionnant. Il sort en 2019. Donc quand même, l'IA n'est pas neuve à ce moment-là, mais il y a pas encore de ChatGPT, il y a pas encore toutes ces questions-là, et donc c'est quand même un peu anticipateur en tout cas. D'accord, mais c'est un sujet qui est intéressant parce que l'IA, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est pas un sujet nouveau. On en parle à cause ou grâce à l'IA générative, à ChatGPT. Est-ce que on parlait autant d'éthique et d'IA, dans les années, 60, 70, 80 qu'on en parle aujourd'hui? Alors j'étais pas né, mais je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui effectivement l'IA est quand même vraiment, en fait, de par la sortie de ChatGPT comme tu le disais, la grande révolution de ChatGPT, c'est pas tellement une révolution technique. Il y a plusieurs personnes qui le rappellent et cetera. Les transformers, ça existait bien avant ChatGPT. D'ailleurs, ChatGPT tourne sur GPT 3.5, ce qui veut bien dire que, enfin, à sa sortie, maintenant beaucoup plus, mais ça veut dire qu'il y avait au moins, 3 versions avant, quoi, tu vois? Donc c'était pas neuf d'un point de vue technique. En revanche, la grande révolution, même si j'aime pas trop le terme, c'est qu'aujourd'hui tout un chacun peut, entre guillemets, «faire de l'IA», whatever that means. Et donc effectivement, tout le monde a pu, dans son salon, commencer à poser des questions à la machine, et cetera et interagir avec elle. Ça, c'était neuf. Et donc en fait, avant, on se posait des questions sur l'éthique de l'IA. Tu vois, tu lis en 1960, il y a un article par rapport à ce qu'on a appelé l'effet ELISA. Tu sais, c'est un des premiers agents conversationnels qui a été créé, et effectivement, son développeur, je dirais le directeur du labo où ça a été développé, constatait déjà que les personnes qui interagissaient avec le chatbot semblaient créer un lien affectif, émotionnel avec le chatbot, et donc se poser des questions déjà en 1960 en disant: «Mais tiens, c'est quand même bizarre et cetera. Pourquoi est-ce que développe ça alors que c'est qu'une machine?» Donc en 1960, on se pose ces questions. Mais les personnes qui se posent ces questions et qui y réfléchissent, ça reste un petit groupe d'individus. Alors qu'aujourd'hui, en fait, du jour au lendemain, tu as pratiquement, je dirais, en tout cas dans le monde dit développé, quoi, 2 milliards de personnes qui d'un coup ont entendu parler de ChatGPT comme jamais. Je crois qu'aujourd'hui OpenAI, heu, se targue d'avoir, je crois, 400 millions d'utilisateurs, et d'utilisatrices mensuels, voire plus. C'est gigantesque, c'est beaucoup plus que ce qui a jamais existé dans l'histoire de l'IA. D'accord, et le sujet de l'éthique et de l'intelligence artificielle, notamment générative, si on fait un peu d'histoire, est-ce qu'on aurait des grands penseurs, des intellectuels ou des philosophes qui peuvent nous aider justement à naviguer et à comprendre un peu les impacts et les enjeux de l'IA générative? Parce que j'ai le sentiment qu'on est dans un monde qui accélère constamment, en fait. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je dirais, il y a 2 grandes écoles de pensée. Il y a une première école de pensée qui va te dire que l'IA a besoin d'une éthique et d'une philosophie propre. Et une autre, et donc de ses propres philosophes, ses propres courants de pensée, et cetera, et une autre école dont je me réclame plus, qui a tendance à dire que l'IA peut se réfléchir et se penser avec des philosophes qui ont, je dirais, réfléchi la technique, même au sens large. Et là, en revanche, il y en a plein. Tu peux penser à Martin Heidegger, philosophe allemand, de je dirais la moitié du siècle précédent, Gilbert Simondon, philosophe français. Il y a Hans Jonas, philosophe allemand également, plutôt dans les années, voilà, 75-80. Hem, donc il y a plein de choses qui peuvent nous servir à réfléchir cette technologie-là, comme notamment, tu vois, moi, il y a un passage que je trouve très, très touchant dans un ouvrage qui s'appelle «Le principe responsabilité», justement, de Hans Jonas dont je parlais, où il dit: «C'est fou, on est passé d'un homo sapiens aujourd'hui à un homo faber». La seule chose qui compte, c'est plus tellement de savoir et d'échanger, la sagesse, c'est de faire, et donc c'est d'avoir un contact uniquement avec le concret. On va créer des machines, mais on est que dans ce rapport-là à la chose. On n'est plus dans un rapport de connaissance et de sagesse, mais uniquement dans un rapport qui serait que matériel. Moi, j'ai trouvé ça, assez touchant et très intéressant. Pour les personnes qui nous écoutent, quelles questions elles devraient se poser quand elles utilisent, un outil d'intelligence artificielle générative, Gemini, ChatGPT ou autre? Alors je pense qu'il faut toujours se poser des questions. Déjà, c'est jamais mal de se poser des questions. Je pense que je ferais pas de la philo si je te disais l'inverse. Hem, En termes de questions, moi, il y en a une que je trouve toujours très intéressante, enfin 3 pardon, du coup c'est un set de questions qui a été posée par Shoshana Zuboff, qui est professeure à Harvard, notamment, et qui dit: «Dans la tech, il y a 3 questions à se poser. Qui sait? Qui décide? Et qui décide qui décide?» Ou autrement dit, en fait, qui sont les gardiens des gardiens? Et je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue technologique, et donc le qui sait, pour moi, doit s'orienter sur qui sait comment ça marche, qui sait comment ça a été conçu, et cetera. Et typiquement, tu vois, prenons l'exemple de ChatGPT. Qui sait comment ça marche? Qui sait exactement quelles sont les données d'entraînement? Quels sont les poids qui sont donnés dans un algorithme à telle ou telle décision, et cetera? Pas grand monde.
Pas grand monde sait exactement ce qu'il y a dedans, même les bases de données, tu vois? C'est entraîné entre autres, on sait sur Wikipédia en anglais, c'était entraîné sur Common Crawl, 2 grosses bases de données, mais on sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Il y a des gens qui ont fait des recherches, qui ont retrouvé genre des sites néo-nazis et cetera. Est-ce qu'on était d'accord avec ça? Enfin, qui sait? C'est nébuleux, compliqué. Qui décide? Bah, qui décide? Chez OpenAI, on l'a vu, il y a eu quand même quelques scandales un peu politiques et cetera. En gros, Sam Altman décide et est à peu près seul maître à bord, puisqu'en plus les autres se sont barrés et cetera. Enfin, Sam Altman décide. Qui décide? Qui décide? Bah, là aussi, c'est compliqué, on ne sait pas très bien. Alors, on sait qu'il y a Satya Nadella, le big boss de Microsoft et en même temps, tu te dis, tu mets entre 10 et 15 milliards sur la table, tu as un peu voix au chapitre, je comprends. On sait récemment, c'est un peu compliqué, mais Trump décide. Qui décide? Tu vois? Les grands géants de la tech se sont quand même un peu agenouillés, donc on sait ça. Mais donc la question qu'il faut se poser, c'est en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, êtes-vous d'accord avec les réponses que vous allez donner à ces 3 questions? Donc d'abord, êtes-vous capable de répondre? Et puis la deuxième, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et typiquement, ChatGPT, pour moi, c'est un très bon exemple. Est-ce qu'on est d'accord qu'un outil qui soit utilisé par tellement de monde, qui soit tellement puissant et qui soit tellement libre d'accès, est-ce qu'on est d'accord qu'il y ait aucune supervision démocratique, aucune supervision «légitime» entre guillemets, tu vois, par des institutions électorales, par des gens qui auraient été choisis par le peuple et cetera, ce qui n'est le cas, en fait, pour le moment, d'à peu près personne. Donc voilà, moi, dans l'instance de gouvernance d'un truc qui est aussi gigantesque, j'aurais aimé avoir, un certain cadre et c'est pour ça, notamment, que moi, je suis un grand partisan de la régulation des entreprises technologiques parce que justement ça permet de rajouter ou de remettre cette, légitimité démocratique dans des gros outils de tech. Alors on va en parler, parce que c'est un sujet qui est effectivement intéressant. En gros, aujourd'hui, on a 2 gros blocs en matière d'intelligence artificielle, de développement tech. Il y a les États-Unis, l'Amérique du Nord, évidemment, et puis on a aussi la Chine. L'Europe est un peu au milieu, et parfois j'ai mes invités qui me disent: «Bah, l'Europe est formidable pour produire des régulations, mais un peu moins bonne pour faire de l'innovation». Concrètement aujourd'hui, où en est l'Europe sur le plan de l'IA? Et est-ce que c'est aussi un sujet éthique ou philosophique de quelque part se laisser un peu porter par d'autres grandes puissances? Alors je suis pas un spécialiste vraiment, de la géopolitique de l'IA, mais 2-3 éléments de réponse peut-être. Pour moi, effectivement, aujourd'hui, les grandes innovations ne viennent pas d'Europe. En revanche, des grands innovateurs viennent d'Europe. Et ensuite sont payés des fortunes et donc vont aux États-Unis. Je pense entre autres, on parlait il y a une seconde de Yann Lequin. Yann Lequin est formé en France et cetera, il est parti là-bas. On a aussi un génie de la cryptographie qui s'appelle Frédéric Jacobs. Moi, je suis basé à Bruxelles, il est belge. Voilà, il est parti bosser pour Apple. Mais donc et il y en a beaucoup. Je crois que j'avais vu un chiffre qui disait que dans plus de 85 des boards des boîtes américaines ou des executive committee des boîtes américaines de tech, il y a un Français. Tu vois? Donc on forme, il y a aucun manque ou peu de manque en termes de formation. On sait, il y a un manque de financement, de capitaux, il y a une restructuration nécessaire du marché des capitaux en Europe pour pouvoir permettre ça. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile, ce sont des vraies questions qu'il va falloir se poser. Après, est-ce qu'il y a tu vois, une volonté de se dire: «Tu sais quoi? On va surfer sur les innovations des autres». Non, je pense pas. Je pense que, tu vois, je dirais aujourd'hui, il y a 3 grands enjeux, moi, que je soulèverais, qui sont un quand même, mine de rien, les enjeux environnementaux, qui sont, gigantesques et je pense que l'Europe a, et c'est une bonne chose, plus de pas d'intérêt, mais en tout cas, ils prêtent plus d'attention que notamment les États-Unis, en tout cas certainement les États-Unis de Trump et certainement que la Chine. Donc voilà, il y a quand même un enjeu à ce niveau-là qui pourrait dire, en fait, nous, on va plus travailler avec ces plateformes parce que malheureusement, vous cramez la planète. 2, il y a évidemment des enjeux de souveraineté et l'Europe commence à se rendre compte de ça, mais c'est difficile, tu vois? Il y a une vraie souveraineté qui doit être mise en place quand typiquement l'Italie fait appel à Starlink de Elon Musk pour mettre en place son système de télécommunications sécurisé, c'est un problème. Il faut une vraie stratégie unie de l'Europe pour, un truc, voilà, qui est un truc qui fasse un peu de sens. Et le troisième point, évidemment, ce sont les enjeux économiques et concurrentiels. L'Europe se rend compte que, grosso modo, tu as quand même des acteurs, entre autres Google et Microsoft, qui sont présents sur toute la chaîne de valeur de l'IA. Je dirais de la partie, infrastructure, IT, à l'infrastructure software, au cloud, aux applications, au chat, enfin, et là tu te dis: «Ouf, c'est un peu compliqué», et l'Europe a quand même une vraie politique un peu antitrust, comme normalement les États-Unis. Mais bon, les États-Unis, ils ont une politique antitrust, sauf quand c'est vraiment leur champion par rapport au reste du monde. Là, ils ont, voilà. Mais ça fait évidemment partie des questions qu'il faut se poser. Hem, moi, je suis persuadé que l'Europe pourrait tout à fait faire émerger des champions, mais il y a effectivement des choses auxquelles il faut repenser et qu'il faut réfléchir, et ça pourrait potentiellement prendre un peu de temps. Après,
et sorry parce que ça fait du coup une très longue réponse, mais sur la question de la régulation, tu sais, on entend beaucoup les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe régule. Peut-être. D'un autre côté, 2 choses à dire. Un, réguler, c'est pas si simple. Donc faisons pas croire que c'est un truc qui est bidon et cetera, que l'Europe fait pour se cacher. C'est quelque chose de complexe et je pense qu'on peut être assez fier de ce qui est sorti, notamment les AI Act ou même le RGPD. Parce que, et ça m'amène à mon deuxième point, ensuite, tu vois, les États-Unis innovent, la Chine copie, les Européens régulent, et après le reste du monde copie les régulations de l'Europe. Et ça, tu vois, c'est un truc qui est généralement un peu omis dans la petite phrase, mais la Corée du Sud a, par exemple, et le Brésil également, ont des régulations de protection des données personnelles qui sont à peu près des copy-paste du RGPD. La Californie s'est énormément inspirée de ça. Et en décembre dernier, donc décembre 2024, il y avait un sénateur américain républicain qui avait proposé un texte de loi visant à réguler l'intelligence artificielle sur base des risques qu'ils pouvaient mettre. Exactement ce que le AI Act européen propose. Alors depuis l'arrivée de Trump, évidemment, ça s'est un peu passé sous le tapis, mais il y a une vraie volonté aussi de réguler l'IA parce qu'aujourd'hui, il y avait des chiffres, une étude qui est sortie il n'y a pas si longtemps, notamment en Amérique du Nord, les gens se déclarent plus afraid que excited par l'intelligence artificielle. Et donc je pense qu'en tant que politicien ou politicienne, bah, tu écoutes ça et tu te dis, bon, bah, que ce soit par pure visée électoraliste ou juste parce que tu écoutes tes électeurs et électrices, il y a un moment où tu te dis, il faut peut-être un peu encadrer tout ça. D'accord, OK, intéressant. Alors je te disais en guise d'introduction, tu es, également écrivain. Tu as d'ailleurs sorti un livre qui s'appelle «Liker sa servitude». Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? De quoi ça parle exactement? Oui, bien sûr. En fait, moi, généralement, et c'est le cas dans mes 2 ouvrages, ce qui m'intéresse, c'est de remettre un peu dans la lumière ce que j'appelle les vraies questions. Et donc souvent dans la tech, on a tendance un peu à s'enflammer sur des questions qui sont soit de gadgets, soit qui sont en fait un peu des leurres pour qu'on ne s'attarde pas sur les vraies questions. Mais donc, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et donc, typiquement, liker sa servitude, la question de base que je me suis posée, c'est tiens, mais est-ce que les gens sont accros à la tech? Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas du tout ça la vraie question. La vraie question n'est pas est-ce que les gens sont accros à la tech ou notamment aux réseaux sociaux, qui était surtout mon objet de recherche principal. Oui, ils le sont. Évidemment. Tout le monde. Et c'est pas de leur faute. Faut pas oublier que toi, tu es fatigué, tu scrolles sur Instagram, Facebook, TikTok, whatever. Tu es déjà dans un état je dirais, de résistance cognitive faible parce que tu as une journée compliquée. Et en fait, en face de toi, tu es censé batailler avec les meilleurs ingénieurs du monde, armés des meilleurs experts en sciences cognitives du monde. Évidemment, tu perds. Tu joues à Candy Crush parce qu'en fait, le jeu a été fait pour que tu perdes. Et donc, la vraie question, en fait, n'était pas tellement ça. Oui, les gens sont addicts, mais bien sûr, tu vois, comme les gens qui ont commencé à fumer, bah oui, ils sont accros à la clope. Pas dire qu'ils peuvent pas s'en sortir, etc. Mais oui, c'est sûr. En revanche, ce qui m'intéressait, c'était, un, de comprendre, tiens, mais c'est marrant, les gens qui sont accros à la clope, ils se plaignent pas de leur marque de clope. Généralement, ils se plaignent d'eux-mêmes. Tu vois? Alors que là, tu vois, les gens qui sont accros à Facebook, ils blâment Facebook. Pourquoi ça? D'une part. Et d'autre part, l'autre vraie question, c'était de creuser, OK, les gens sont accros, mais en fait, au-delà d'être vraiment accros au réseau social, en fait, il y a une véritable addiction au fait que tout soit décidé pour toi et à la simplicité et au fait de ne pas se poser de questions. Et en fait, d'un certain côté, une sorte de, je vais caricaturer un peu, mais d'anéantissement ou d'affaiblissement de l'esprit critique. Et ça, en revanche, j'ai trouvé ça beaucoup, beaucoup plus intéressant que est-ce que les gens sont accros à Facebook? Oui, bien sûr, mais c'est pas de leur faute. D'accord, et donc tu as un deuxième livre, on peut en parler brièvement, donc ça s'appelle «Bonjour ChatGPT», c'est ça? Exactement, et en fait, la logique est un petit peu la même. La logique était de dire: «Tiens, le 1er décembre 2022, quand les gens commencent à découvrir ChatGPT qui est sorti, bah, donc la veille, les gens postent des screenshots sur LinkedIn et une grosse majorité de ces screenshots commencent par "bonjour", et moi, je vois ça et ça m'étonne, tu vois? Et Platon disait que la base de la réflexion philosophique, c'est l'étonnement. C'est de voir quelque chose et de se dire: «Tiens, pourquoi est-ce comme ça et pas autrement?» et donc de commencer à penser, on va dire ça. Et donc je vois ces trucs et vraiment ça m'étonne parce que les gens ne disent pas bonjour à leur machine à café. Enfin, en tout cas, moi, je fais pas ça, mais pourtant, ChatGPT, j'ai envie de lui dire bonjour. Pourquoi ça? Et donc de nouveau, tu vois, c'est question initiale, pourquoi les gens disent-ils bonjour à ChatGPT? Et en fait, de nouveau, c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est pas du tout faire ça. L'anthropomorphisme, le fait de prêter des traits humains à quelque chose de non humain, en fait, c'est pas neuf. C'est pas neuf avec ChatGPT, ça existe depuis littéralement des milliers d'années. On a des traces d'anthropomorphisme de plusieurs milliers d'années. Et donc, en fait, la vraie question n'est pas ça. Et donc, j'ai creusé, j'ai interviewé pas mal de personnes, ça. Et en fait, une autre question s'est imposée à moi qui était de si on commence à parler aux machines comme on parle à des humains, est-ce qu'il n'y a pas un moment à risque qu'on commence à s'adresser aux humains comme on parle aux machines? Et donc, en fait, ce que j'ai voulu creuser avec ce livre, c'est plutôt quel est l'avenir de la relation humain-humain dans une ère où la relation humain-machine prend tellement plus de place?
Ce qui, je l'espère d'ailleurs, est beaucoup plus intéressant que pourquoi les gens disent bonjour ChatGPT. Ça veut dire que la machine impacte notre comportement au quotidien et les interactions qu'on peut avoir avec nos collègues, famille, Il y amis. a 2 choses, effectivement. Donc il y a d'une part le fait que ça d'ailleurs ça a été prouvé que les gens commencent d'ailleurs à modifier leur, vocabulaire, la façon dont ils parlent parce ils parlent différemment avec la machine. Ou typiquement, par exemple, des gens qui, tu vois maintenant qu'avec, les téléphones, tu as la reconnaissance faciale pour déverrouiller ton téléphone. Par exemple, tu as des gens, ils prennent leur téléphone, ils sourient, tu vois? Juste pour être plus facilement reconnus et hem et donc ça, c'est un premier truc. Après pour moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est, l'isolement social que ça peut créer et en fait, c'est de dire, si jamais tu t'adresses un peu aux machines comme à des humains, est-ce qu'il y a pas un moment où en fait tu vas juste décider de ne parler qu'aux machines et de ne entre guillemets, de ne plus avoir besoin des humains? Et ça pour moi, c'était aussi une vraie question. D'accord. Alors, la transition est parfaite parce que dans un précédent épisode, j'ai évoqué avec mon invité la notion de compagnonnage virtuel, c'est-à-dire le fait d'entretenir une amitié, voire une relation amoureuse avec une intelligence artificielle. J'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que c'est vraiment, l'exception, ça concerne un tout petit nombre de personnes? Ou est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui est en train de grandir, que ce soit en termes de compagnonnage, voire d'aide et de support, de soutien psychologique, par exemple? Une autre invitée un peu plus tard me disait, c'est parfois plus facile d'aller demander des conseils psy à ChatGPT plutôt qu'à son propre psychologue ou psychiatre parce que, ChatGPT est, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ne juge pas et est gratuit ou presque. Ouais, c'est des bonnes questions. Alors moi, effectivement, le suivi psy, je l'avais pas tellement vu venir quand j'ai écrit mon livre. Je parle d'autres choses. Je parle notamment, tu vois, de l'IA en EHPAD. Je parle des relations amoureuses. Le suivi psy, je l'avais pas vu venir et c'est vrai que ça me ayant moi-même, enfin moi j'ai fait 5 ans de thérapie, et donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'étais un peu genre: «Oh waouh! Comment est-ce qu'on a fait pour aller dans cette direction-là?» Hem, il y a une philosophe sociologue américaine qui s'appelle Sherry Turkle. J'invite vraiment les gens à lire ses bouquins parce que c'est vraiment passionnant. Turkle avec un T et elle dit: «Quand on s'adresse aux machines comme on s'adresse à des humains, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle forme de compagnonnage, comme tu le dis, ou est-ce que c'est une nouvelle forme de renoncement? Et à quoi est-ce qu'on renonce quand on fait ça?» Et moi, je pense qu'en fait, on renonce à toutes ces petites frictions de la vie. Et l'exemple que tu donnes est très bon, tu vois? Le ou la psychologue, hem, je pense que tu vois, la première étape notamment d'un suivi psy, c'est de te rendre compte que tu vas en avoir besoin et donc de trouver le «courage» entre guillemets, d'aller voir quelqu'un et de poser ton problème. Je pense que c'est une véritable étape du suivi psychologique et donc, soit dit en passant, de la rémission, je sais pas si c'est le bon terme, mais tu vois, de tout ton trajet. En fait, les gens essaient d'omettre ça, parce que c'est difficile, parce que c'est dur d'aller voir quelqu'un et lui dire: «J'ai un problème». Et donc, en fait, on est en train de nier ce qui est, selon moi, une part essentielle de notre humanité, qui est notre vulnérabilité. Parce que grâce aux écrans, on parvient à ne plus être vulnérable. Tu vois, typiquement et grâce à la technique en règle générale. Je vais prendre plusieurs exemples, mais aujourd'hui, appeler quelqu'un, c'est devenu très intrusif. Tu envoies un texto et un texto, c'est pratique parce que la personne déjà te lit quand elle veut et donc c'est pas de l'amitié. Là, c'est de l'amitié à la demande. En gros, c'est voilà, quand j'ai envie de te répondre, je te réponds. Sinon, rien à péter. C'est pas de l'amitié, c'est de l'amitié un peu à la demande. Pareil, si jamais tu veux te relire, si jamais tu veux recorriger, si jamais tu veux en fait prendre le temps de répondre, c'est ça. Tout ça, c'est une absence de vulnérabilité qui est garantie par la technique. Je peux prendre un autre exemple. Regarde, nous, aujourd'hui, on est en train d'enregistrer, tu vois? La technique me permet à un moment de dire: «Ouh là, attends, Julien, 2 secondes, les 2 dernières minutes là de ce que je viens de dire, en fait, c'est n'importe quoi. Tu pourrais effacer ça au montage parce qu'en fait, je suis pas à l'aise et ça ira pas avec mon personal branding et en fait, j'ai un syndrome de l'imposteur et en fait, c'est compliqué et en fait, je veux pas» et c'est une sorte de je refuse une certaine vulnérabilité. Alors que tu vois, si jamais on était à 2 en live, je sais pas moi, sur la scène d'une université avec 300 personnes devant nous, bah, je peux pas te dire: «Alors écoutez tout le monde, les 2 dernières minutes, effacez-les, j'ai jamais dit ça», enfin tu vois? Et donc la technique permet ça et donc si on revient au compagnonnage et notamment en relation, heu, voilà, tu me disais aussi que tu as des enfants et cetera. Enfin, tu sais que, bah, dans une relation, c'est compliqué. C'est pas tous les jours rose, c'est parfois difficile, mais je pense que quand tu sais que tu as trouvé la bonne personne, en tout cas moi c'est mon cas avec mon épouse, c'est que je sais que même quand la journée est difficile, ben, elle est là. Ou dans l'autre sens, quand sa journée est difficile, je suis là. Même si ma journée a aussi été dure. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs qui, oui, c'est compliqué, mais en fait, on est quand même là. Et c'est ce truc-là que moi, je trouve vraiment très fort dans les relations humaines et que je trouve absolument fabuleux. Hem et que j'ai ma crainte, effectivement, c'est qu'on ait envie de déléguer ça aux machines parce que c'est plus facile. Tu sais, on utilise souvent la science-fiction
comme projection de ce qui pourrait arriver et notamment des dystopies possibles et imaginables. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Terminator comme étant un peu leur «Ah mon Dieu» ou je sais pas, de artificial intelligence ou de iRobot et cetera. Mais je suis en mode: «Mais moi ça me fait pas du tout peur que les robots, prennent le pouvoir». Je crois pas du tout à ça. En revanche, tu vois, moi un truc qui me fait bien flipper, c'est Wall-E. Wall-E, donc on parle bien du dessin animé d'animation, enfin du film d'animation de Pixar/Disney, où en gros dans le film, le robot est tout seul sur la Terre parce que les humains ont cramé la planète et se sont tous barrés dans un immense vaisseau spatial dans lequel ils et elles sont tous et toutes dans des sortes de grosses chaises roulantes comme ça, bardées d'écrans. Ils se nourrissent de soda et de divertissement à longueur de journée, complètement obèses et en ayant absolument aucune relation avec leurs semblables. Il y a un moment, cette scène un peu marrante où il y a 2 chaises roulantes qui se rentrent dedans parce que Wall-E a foutu le bordel, enfin machin. Les 2 tombent et donc ne regardent plus leurs écrans et se croisent. Leurs regards se croisent en mode: «Ah mon Dieu, il y a quelqu'un d'autre sur ce vaisseau, je pensais que j'étais tout seul». Tu vois? Et tu en mode en fait, ça, c'est beaucoup plus ma crainte qu'un scénario à la Terminator. Qu'est-ce qui explique selon toi que les gens à la recherche que les gens sont à la recherche, pardon, d'un compagnonnage virtuel? Pourquoi est-ce que on utilise ChatGPT pour, créer des relations, d'amitié, d'amour ou autre? Je pense que c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Est-ce que c'est une question aussi de solitude peut-être? Le fait de se dire que, on s'enferme peut-être dans sa propre solitude? On perd certains réflexes, sociaux, d'aller vers les En autres? fait, je sais pas si on les perd ou si on veut les perdre. Tu vois? Il y a un côté où en fait, typiquement, je vais prendre les relations amoureuses. C'est dur. Enfin, tu vois? Je veux dire, alors j'imagine, en tout cas, c'est le cas de beaucoup de personnes et j'imagine les personnes qui nous écoutent aussi. Une rupture, c'est chiant quand même. Ça fait mal. Ou même au-delà de la rupture, un râteau. Tu vois, tu vas dans un bar, ça, tu commences à parler à quelqu'un, «Thanks but no thanks». Waouh! Ouch! L'ego. Enfin, tu vois, c'est dur. Et donc je pense que, tu vois, comme on est dans une société où on nous promeut notamment par une sorte de consumérisme absolu, que tout doit être bien, que tout doit être facile, que tout le monde est beau et cetera. Tu as une sorte de rejet de ton propre échec et de tout ce qui est difficile et de tout ce qui est compliqué. Et donc notamment la rupture fait d'autant plus mal. Tu vois? Quand tu es sur un truc comme Tinder où notamment on te présente des personnes qui seraient célibataires non-stop, qui seraient dispo tout le temps, tu es un peu en mode en fait, voilà, toutes ces personnes sont célibataires et moi je suis toujours tout seul. Mais comment c'est possible? C'est que je dois vraiment être une merde. En fait, pas du tout. Ça n'a aucun rapport avec ça. C'est juste que le système est fait pour qu'en fait tu continues à swiper parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, mais c'est pas du tout, lié à toi en tant que personne. Et donc je pense que tu vois, comme on est dans une société qui met de plus en plus le fait que c'est dur d'être tout seul, mais c'est encore pire si jamais tu es rejeté par les autres et il faut que tu réussisses et cetera. Bon, ben, en fait, comme on pousse beaucoup l'ego, heu, à fond, et ben, en fait, c'est quand même plus facile à ce moment-là de développer une relation avec une machine qui, comme tu le disais, est toujours dispo, n'est jamais malade, est toujours sympa, et cetera et cetera. Louis, tu le disais, des jeunes enfants, moi aussi. En tant que jeune parent, comment est-ce que tu, imagines la société dans laquelle tes enfants vont vivre, grandir et évoluer? Parce que clairement, il y a un décalage entre, en gros, notre génération et la génération suivante, en termes d'appétence technologique. Ça va ressembler à quoi? Et plus globalement, quelles sont les qualités qu'ils vont devoir développer ou les points, de méfiance ou les éventuels dangers dans cette société, gouvernée ou en tout cas nourrie à l'intelligence artificielle? C'est dur comme réponse. En plus, tu vois, mes enfants sont vraiment très jeunes, donc je m'efforce de pas trop donner de leçons parce que, tu vois, j'ai pas envie que dans 10 ans, les gens me disent: «Alors, tu avais dit que?» Et en fait, tu sais, j'ai une amie qui disait, «Avant, j'avais des principes, aujourd'hui, j'ai des enfants». Et donc voilà, je trouvais ça un peu marrant. Mais, tu sais, Jonathan Haidt qui a sorti Anxious Generation, là, aux États-Unis et qui a déjà un best-seller et cetera, que je trouve hyper intéressant. C'est où il dit que le mal-être des enfants vient, en fait, d'un truc qui va vraiment pas. C'est que d'une part, on les surprotège dans le monde physique. Tu vois, genre limite, tu vas même pas faire des courses tout seul et cetera, tu es toujours encadré. Tu vois, les parents qui actionnent, tu vois, le Find My Friend sur le téléphone de leurs enfants, qui les traquent constamment, enfin, surprotégés, mais aucune protection dans le monde numérique. Il n'a jamais été aussi simple d'avoir accès à du porno, il n'a jamais été aussi simple de cyberharceler quelqu'un. Enfin, tu vois, genre des trucs qui vraiment sont terribles d'un certain côté. Et donc lui dit, voilà, cette dissociation, ça crée beaucoup d'anxiété, chez les jeunes, ça. Et donc moi, j'ai envie d'œuvrer à ce que ces dissociations n'arrivent pas. Donc effectivement, je suis pas mal je dirais les conseils d'un psychologue français qui s'appelle Serge Tisseron, qui a beaucoup travaillé sur, l'adoption des écrans par les jeunes. Parce que comment est-ce que tu fais pour que tu vois, tu pourrais avoir une politique juste zéro écran et c'est pas très compliqué. En revanche, comment est-ce que tu fais pour que au moment où tes enfants arrivent dans le monde professionnel ou même juste dans l'enseignement supérieur et cetera,
ils soient pas complètement largués en mode: «C'est quoi un email?» Tu vois? Parce qu'aujourd'hui la tech fait quand même partie de nos vies pour plein de bonnes choses. Et donc voilà, il lui a écrit un bouquin qui s'appelle Les balises 3, 6, 9, 12 pour donc qu'est-ce que tu fais avec les écrans à 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans? Et donc voilà, avec mon épouse, on essaye de respecter un peu ça, en sachant que, tu vois, quand on dit pas d'écran avant 3 ans, par exemple, c'est oui, certes, pas mettre les enfants devant des écrans, mais c'est également nous, ne pas être sur les écrans devant les enfants. Et ça, par contre, qu'est-ce que c'est dur. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile parce que comme je te disais en amont, tu vois, oui, on est accro à la tech, c'est sûr. Et oui, il faut absolument que je réponde à ce mail-là et machin, etc. Certes, mais, mais il n'empêche, comment est-ce qu'on fait pour nous ne pas être. En fait, tu vois, alors c'est compliqué j'allais faire un truc qui dans un podcast est vraiment nul, tu vois? J'ai envie de dire, j'ai pas envie que les enfants comprennent que ceci, donc je prends une position voûtée pour les gens qui nous écoutent, tu vois? Voûtée sur un téléphone, ce soit la position naturelle de quelqu'un. C'est pas la position naturelle. En fait, la position naturelle, c'est je te regarde dans les yeux et on parle et on a une vraie conversation et quand je suis là, je suis 100 là. Il y a des études qui montrent qu'en fait, quand les gens sont trop sur leur téléphone en présence de leurs enfants, les enfants ont l'impression qu'ils sont en compétition, en concurrence affective avec le téléphone pour l'amour de leurs parents. Ce qui est terrible, parce qu'évidemment pas, je pense qu'aucun parent n'a envie de créer ça. Mais en fait, quand tu es tout le temps sur ton tel alors que tes enfants sont là, c'est terrible. Et après, dernier truc, alors je suis en train de le vivre, mais je pense que c'est certain, c'est les enfants sont des éponges. Donc si toi, tu es tout le temps sur ton tel, bah, il y a un moment où les enfants, ils vont penser que ça, c'est normal et c'est ce qu'ils feront aussi. Mmh, absolument, ouais. Intéressant. Et merci pour les références de livres. N'hésite pas à en partager d'autres au cours de la conversation. On a beaucoup parlé de la relation entre l'intelligence artificielle et le grand public, des enjeux d'éducation, de compagnonnage, et cetera. J'aimerais qu'on parle un peu des enjeux en entreprise. Au quotidien, tu conseilles notamment des entreprises, sur le sujet de l'éthique et de la tech. Est-ce qu'il y a des sujets clés qui reviennent régulièrement ou des préoccupations majeures, qui intéressent les dirigeants d'entreprise aujourd'hui? Alors c'est un peu difficile à dire, parce qu'en plus ça dépend pas mal des entreprises, des secteurs, des pays, et cetera. En revanche, moi, quelque chose que je remarque très, très clairement, que ce soit d'ailleurs chez mes clients ou ailleurs, parce que en règle générale, quand tu prends un peu une vue hélicoptère sur ce qui se passe dans le monde de la tech, c'est qu'il y a une difficulté à, générer effectivement les gains de productivité dont tout le monde nous parle. D'accord, donc le fameux mythe de se dire: «L'IA va remplacer 10 employés», c'est en fait, c'est plus compliqué que ça, hein? Non, mais ça alors ça déjà, voilà, ça c'est clair. Après, c'est surtout le côté en fait, il y a une FOMO vraiment de la part des directeurs, d'entreprise, cette fear of missing out, la peur de louper un truc. En fait, tout le monde entend parler de la tech et de l'IA partout. Moi, j'ai déjà croisé des personnes, genre à des conférences et cetera, qui me disent: «Ouais, ouais, nous on a lancé un projet IA, on sait pas trop pourquoi, mais voilà, on fait de l'IA» et ce sont pas des exceptions en fait. Donc tu vois, tu as d'une part ça et d'autre part, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que parce que ils vont payer une licence ChatGPT à tous leurs employés et donc évidemment, ils vont, libérer les gains de productivité et en fait, c'est assez marrant parce que c'est complètement se planter sur, tout projet d'adoption quel qu'il soit. L'IA n'est tu vois, comme je te le disais, moi je pense pas que l'IA ait besoin d'une réflexion spécifique. Tu vois, tout projet d'adoption en entreprise passe par de la gestion du changement, de la communication, de la formation, de je dirais du changement de processus, tu vois? Typiquement, pour se dire: «OK, en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec l'IA?» Tu vois? Aujourd'hui, les gens, ils ont un process et ils rajoutent de l'IA. Bah, en fait, tu génères pas vraiment de gain de productivité avec ça, en fait. Tu fais juste comme avant, mais avec un nouvel outil que les gens savent pas trop utiliser parce que tu les as pas formés. Non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est réfléchir à ton processus, dire: «OK, ce process, avec de l'IA, comment est-ce que je le fais changer? Comment est-ce que je le modifie? Comme ça, comme ça, comme ça. Très bien. Basé sur ça, qui est-ce que je dois former et à quoi pour m'assurer que le processus reste optimal?» Et là, tu vas commencer un peu à dégager des trucs. Mais si jamais tu es persuadé que juste parce que tu payes des licences ChatGPT à tout le monde ou Copilot, by the way, en fait, tu vas rien délivrer, ça va juste te coûter plus cher. Et donc les gens sont en mode: «Ah, il y a pas de retour sur investissement». Bah, évidemment, on fait ça comme des manches. Donc c'est sûr que ça va être un peu compliqué. Mais parce qu'il y a toute une énorme partie de la réflexion que les gens n'ont pas du tout en tête, qui est les questions d'adoption, de gouvernance, de changement de processus, de responsible AI notamment, qui sont clés dans toute génération de gains de productivité que tu pourras avoir. Par rapport aux personnes avec lesquelles tu traites au quotidien, est-ce que tu notes un gap générationnel quand on parle d'éthique et d'intelligence artificielle? Est-ce que, je sais pas moi, spontanément, je dirais que les personnes plus âgées sont peut-être, ont moins d'appétence à utiliser ces outils, se posent plus de questions par rapport aux jeunes qui, finalement, eux, c'est un peu leur quotidien? Est-ce que tu as noté cette différence ou c'est juste un biais cognitif, un peu bête et méchant? Alors tu en fait, tu poses 2 questions et donc je répondrai
Bien sûr. Donc effectivement, les personnes plus jeunes, mais plus jeunes pour moi, c'est moins de 50 ans, sont à l'aise avec les nouvelles technologies. Tu vois? Typiquement et en plus surtout quand, tu vois, quand tu viens développer un peu des projets IA, bah, souvent les personnes avec qui tu bosses, c'est des personnes qui sont dans la tech. Donc oui, ces gens, tu vois, qui t'expliquent: «Vous savez, moi j'ai commencé à développer sur un machin et cetera», un mot que j'ai jamais entendu et cetera. Enfin et bon, je trouve ça toujours hyper sympa comme histoire, tu vois? Mais donc voilà, c'est des gens qui sont aussi à l'aise et soit dit en passant, quand tu as fait 30 ans en entreprise, des changements, tu en as vu, tu vois? Donc c'est pas ton premier donc voilà, normalement, c'est un truc qui vient. Après, il y a clairement une adoption plus rapide aux nouvelles tech, aux nouveaux trucs et cetera chez les personnes plus jeunes, ça c'est sûr. À côté de ça, tu vois, quand tu parles plus de réflexion éthique, chez les personnes plus jeunes, je pense que tu as une conscientisation bien plus importante des enjeux environnementaux et un peu sociétaux de la tech. Ça, c'est sûr. Après, à côté de ça, tu vois, chez les personnes plus âgées, et je donne aussi des conférences à personnes qui sont retraitées, et cetera. Tu as aussi des: «Oh là là, mais nous, on voit les jeunes et la tech, et cetera, et cetera». Alors, voilà, on tape toujours sur les jeunes et la tech, je pense que les gens ne comprennent pas forcément, mais c'est aussi une réflexion éthique, philosophique sur le rapport à la technologie que les personnes plus âgées ont, généralement vis-à-vis, de leurs cadets, mais qui n'est pas, dénué d'intérêt et qui mérite souvent qu'on s'y plonge, quoi. D'accord. Est-ce que l'éthique aujourd'hui a une valeur en entreprise? Est-ce que, alors de manière un peu bête et méchante une fois de plus, mais est-ce qu'elle rapporte du chiffre d'affaires? Est-ce qu'elle rapporte du business? Comment est-ce que ça s'intègre dans cette dimension justement, business? Malheureusement, non et c'est un peu le truc, c'est pour ça que moi je suis pro régulation. En fait, les gens font de l'éthique comme les gens font de la durabilité, tu vois? De la sustainability, quand tout va bien. Quand tout va bien, tu as du budget à développer pour les trucs qui sont, un peu sympas et un peu nice to have et donc tu mets un peu de l'argent là-dedans. Typiquement d'ailleurs, quand ChatGPT est sorti, ça a fait un peu, branle-bas de combat dans toutes les autres boîtes de tech en mode: «Oh mince, on est à la bourre» et Microsoft notamment, avant de mettre 10 milliards sur la table et Google notamment, ont viré toutes leurs équipes de modération ou d'éthique et cetera, ou une grosse partie, pour recruter des ingénieurs. Tu vois? Parce que crise, donc OK, tout ce qui est nice to have, ça dégage et on se focus sur l'essentiel. D'où pour moi l'importance de la régulation pour dire: «En fait, l'éthique, c'est pas un nice to have, c'est un must» et donc aujourd'hui, c'est compliqué. Après, il y a une voie qui émerge, que je trouve intéressante, qui est de dire que, comme la tech et notamment l'IA a un côté tellement imprévisible, tu vois? Avec les hallucinations, et tous les autres problèmes qu'on peut connaître avec la tech, avoir une véritable stratégie de responsible AI avec des vrais enjeux de transparence, d'explicabilité, de justification des biais, d'intervention humaine et cetera, pourrait devenir un avantage compétitif et un véritable avantage concurrentiel et pouvoir dire: «Écoutez, nous on utilise de l'IA, mais si jamais l'IA vous dit A, on peut vous expliquer pourquoi elle vous dit A. Si elle vous dit B, on peut vous expliquer pourquoi elle vous dit B». Alors qu'aujourd'hui, ça reste compliqué de vraiment justifier: «Tiens, tel algo, il a pris telle et telle décision. Pourquoi? Tel algo, il a pris telle et telle décision. Pourquoi?» Les questions d'explicabilité et de transparence qui deviennent des requirements importants à travers l'AI Act, aujourd'hui, c'est pas un truc simple heu, pour, heu, pour pas mal d'entreprises. C'est marrant parce que dans ce que tu dis, ça me fait penser à un livre, qui était sorti en 2022 qui s'appelle «L'entreprise altruiste». Alors je ne sais pas si tu connais? Qui est sorti chez Flammarion, par Isaac Getz et Laurent Marbacher, où en gros, c'est 2 chercheurs, qui travaillaient dans une école de commerce parisienne qui travaillent dans une école de commerce parisienne et qui ont en gros interrogé des entreprises qui donnent sans rien attendre en retour, d'où ce côté altruiste. Pour qui, justement l'éthique, la RSE et cetera, c'est normal, ça fait partie du quotidien et il ne doit pas y avoir de dollars attachés à ça. Heu et j'ai l'impression que c'est quand même pas la voie dominante aujourd'hui, quoi. Alors sur le papier, c'est super. Sur le papier, je pense que c'est non, non parce qu'en fait, au moment où tu as des crises et cetera, bah, en fait, la boîte dominante, c'est celle qui va être capable de licencier, de ceci, de cela et cetera, de prendre les décisions difficiles, mais qui vont lui permettre de dominer le marché. Hem, tu sais, aujourd'hui, les grandes boîtes de tech, ont, en tout cas pour une grosse partie, un passé quand même un peu sulfureux. Tu vois? Mark Zuckerberg, le film, tu vois, de Social Network l'a pas mal mis en avant, mais il a quand même grosso modo piqué une idée et il a, légèrement, voilà, enflé un de ses cofondateurs. Tu vois? On sait que Bill Gates, il a quand même, voilà, pas toujours été extrêmement réglo sur les premières années de Microsoft, mais c'est ce qui aussi leur a permis d'avoir une telle position dominante et c'est terrible parce qu'il y a un côté, tu vois, d'un point de vue éthique, tu as pas en mode: «Bon, bah, les méchants ont gagné, c'est pas super, super, mais voilà». Tu vois? Musk dans ses entreprises, on le sait, tu vois? Tesla
avec, tu vois, cette dynamique de, fail fast, on va plus vite, on tente des trucs, on saute des étapes et cetera, compte 30 de plus d'accidents du travail que dans, d'autres sociétés automobiles américaines. 30, c'est énorme, tu vois? Donc mais aujourd'hui Tesla, bah, enfin, tu vois, Musk, c'est 400 000 de fortune personnelle. Donc donc c'est un peu terrible parce que les méchants ont gagné. Donc c'est ça et le monde du business, c'est ça aussi, tu vois? Donc moi je trouve que c'est merveilleux. Tu sais les questions de RSE, de société a entreprise altruiste, je connaissais pas le livre, mais je vois bien le concept, tu vois? Mais c'est un petit peu comme, par exemple, les monnaies locales. Tu vois? Tu as des endroits, je sais en France et cetera, je sais pas si c'est le cas également au Canada où voilà des villages ou des régions développent un peu leur propre monnaie locale que tu peux OK, c'est super. En revanche, tu vois, demain qui va, acheter sa maison avec ça? J'attends de voir. Tu vois? On a eu le cas notamment en Belgique, il y avait une banque qui voulait naître, qui voulait être une banque éthique et cetera. Ils ont une grande campagne de financement participatif. Il y a plein de gens qui ont participé, dont moi. Heu, En revanche, le jour où la banque est donc effectivement née, moi j'étais un peu en mode: «OK, est-ce que je transfère effectivement tous mes sous de ma banque très traditionnelle, mais donc clairement pas aussi green, pas aussi éthique, à cette banque-là?» Je l'ai pas fait. J'ai pas eu le courage de le faire. J'étais un peu en mode: «Ouais, mais bon, ça quand même, ça tourne vraiment bien, je connais le truc, machin et cetera, et puis ils offrent beaucoup, beaucoup plus de services que vous qui êtes une néobanque» et cetera. Parce qu'en fait, bah, mine de rien, on a, quand même des besoins de sécurité et cetera. Donc il y a le truc qui est terrible, c'est que en gros, en une phrase, l'éthique ça paye pas. L'éthique, ça paye pas et c'est pour ça que moi, j'attends beaucoup d'un véritable encadrement qui est de dire: «Écoutez, en fait, on sait que l'éthique, ça paye pas et c'est pas grave. Vous êtes des sociétés for profit et c'est une bonne chose». Moi, je suis pas du tout, anticapitaliste. Je pense que c'est une bonne chose que les gens gagnent de l'argent. Après, il y a de l'argent et il y a énormément de thunes, tu vois? Il y a un peu des limites, mais donc moi, j'ai pas de souci à ce que sur le système capitaliste, en tout cas, non néolibéral, hem, mais après, effectivement, comment est-ce que tu encadres pour éviter les abus? Et les abus, c'est effectivement des gens qui sont payés, des millions, voire des milliards, des cours de bourse qui s'enflamment, alors qu'à côté de ça, on licencie à l'appel. Enfin, tu vois, ce genre d'abus-là, et notamment des, sociétés qui s'enrichissent en ne respectant absolument aucune règle, éthique et morale fondamentale, au-delà évidemment de parler, des règles juridiques, quoi. Est-ce que tu as le sentiment que ta voix est toujours audible aujourd'hui? On enregistre ce podcast au printemps 2025, on parle beaucoup de crise, on parle de Donald Trump, on parle de conflits géopolitiques et cetera. J'imagine que les entreprises ont un peu la tête ailleurs en ce moment. Est-ce que tu as le sentiment que toi, en tant qu'éthicien, tu es entendu, tu es respecté, tu es écouté? C'est une bonne question. Tu sais, ça me fait penser, alors évidemment dans une moindre mesure, j'ai pas du tout son succès ni quoi que ce soit, mais Timothée Paric, qui est cet économiste français qui a travaillé sur la décroissance, qui a publié un bouquin qui s'appelle «Ralentir ou périr», voilà, qui est un best-seller et cetera, qui s'est vraiment vendu énormément et je crois que c'est Le Monde ou Libération titrait: «Timothée Paric, ce chercheur que tout le monde invite, mais que personne n'écoute». Et effectivement, tu vois, tu as plein de boîtes qui étaient très heureuses et très fières d'annoncer Timothée Paric et encore, c'est sans compter toutes les boîtes où il n'est pas allé et il le dit, voilà, moi, alors c'était pas aussi gros, mais genre, Total Energy qui m'invite à parler de décroissance, en fait, c'est juste du greenwashing, quoi. Et donc parfois, effectivement, j'ai un peu ça. Moi, je sens bien que, tu vois, je parle d'éthique, de la tech et tout, mais moi, je parle quand même principalement des boîtes européennes qui, en fait, sont quand même un peu pieds et poings liés aux fournisseurs techniques que sont, les GAFAM. Tu vois, aujourd'hui, les boîtes peuvent me dire: «Écoutez, super, Microsoft, ils font vraiment pas des belles choses. En revanche, je vais pas me passer d'Office». Et bah, ouais, en fait, compliqué. Je veux dire, aujourd'hui en entreprise, heu, je pense que quasiment toutes les boîtes tournent sur Windows, tu vois? Et c'est enfin et aller leur dire: «Écoutez, maintenant vous arrêtez ça», bah, en tout cas, les grosses sociétés, c'est compliqué. Je dis pas que les plus petites startups et cetera peuvent pas se permettre de trouver des solutions alternatives, mais pour les gros trucs, c'est difficile, tu vois? Donc les gens me disent: «Oui, vous avez raison, c'est hyper intéressant» et je pense qu'ils m'écoutent plus sur, voilà, quand nous, on va construire nos propres produits, on va bosser sur ça. En revanche, il y a quelques axiomes de base qui sont que, bah, oui, tu vois, typiquement, si jamais ils veulent créer un chatbot, ils peuvent réfléchir à comment est-ce qu'ils forment le chatbot. En revanche, la base du chatbot, ce sera probablement un OpenAI ou un Gemini ou ce genre de truc et là, malheureusement, c'est compliqué d'aller leur dire: «Ah bah, non, 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 vous faites tout votre LLM, tout seul». Ouais, tu bien gentil Louis, mais ça va être très, très cher et on va pas y arriver. Alors l'éthique, c'est aussi, la relation au travail, la manière dont on voit les choses évoluer. Le marché du travail, est un peu chahuté. Parfois, on a des voix un peu alarmistes, qui, prédisent en gros, des licenciements massifs, l'intelligence artificielle qui va prendre le dessus et cetera.
Toi, avec ton regard d'éthicien, de spécialiste des technologies, comment est-ce que tu vois évoluer le marché du travail sur les années à venir? Et une fois de plus, je sais que c'est difficile de faire des prédictions, mais qu'est-ce que tu sens en termes de tendance, aujourd'hui? Bah, 2 choses. D'une part, tu vois, comme je te disais, déjà les gains de productivité, on va attendre de les voir venir. Tu vois? Donc déjà, ça, c'est un peu une première chose. Après, tu vois, il y a un exemple que je donne souvent, et mettons que tu es à la tête d'une équipe marketing dans une boîte et tu as 10 personnes. Et tu te rends compte que grâce à l'IA générative et cetera, ou l'IA en général d'ailleurs, tu peux économiser, mettons, 50 de ta force de travail. Bon, bah, plusieurs choix s'offrent à toi. Le premier, c'est de licencier 5 personnes. Tu licencies la moitié de l'équipe. Bon. Le deuxième choix, c'est de dire: «Écoutez, maintenant tout le monde est payé pareil, mais à midi, vous avez tous fini votre journée». Donc en gros, tout le monde bosse à mi-temps. Troisième truc, c'est de dire: «Voilà, en fait, on va garder 5 personnes et les 5 autres, on va les reformer à nos frais pour, les mettre ailleurs dans l'entreprise, là où ils et elles ont, des appétences, des affinités, des compétences et cetera». Un quatrième choix, c'est de dire: «Écoutez, aujourd'hui, notre, niveau de la qualité de notre delivery, c'est X. À partir de demain, on va faire X plus 5». Tu vois? Tous ces 4 options, ce sont pas des options technologiques. Ça n'a rien à voir avec la tech, c'est des choix à faire, des choix qui sont donc éminemment économiques, politiques, idéologiques, philosophiques, éthiques, mais qui sont pas des choix techniques. Et donc, moi, c'est un peu ça que les entreprises doivent se poser aujourd'hui, c'est des gains de productivité, une fois qu'on saura un peu comment est-ce qu'on se débrouille, comment est-ce qu'on forme les gens, enfin bref, tout ce dont on a parlé il y a 20 minutes, comment est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va faire avec ces gains de productivité-là? Et donc, c'est une première grosse question à se poser. Après, moi, sur le marché du travail, je ne m'attends pas à une révolution absolument gigantesque. Ça va se faire, je pense, de façon relativement graduelle, à part peut-être quelques métiers. Je pense entre autres à la traduction, qui est, je pense, quand même un métier très lourdement menacé, mais j'en vois pas forcément d'autres. Peut-être aussi les first line dans les call centers. Tu vois, là, effectivement, difficile, c'est très automatisable, etc. Mais à part ça, je vois pas, tu vois, de métiers qui sont extrêmement mis en danger. Donc, des métiers qui ont été mis en danger, dans l'histoire de la civilisation, ça existe. Je sais pas si tu connais des allumeurs de réverbères. Moi, j'en connais pas. Ça n'existe plus. Et donc, la question, c'est un peu de se dire, mais comment est-ce que ces personnes dont le boulot va disparaître par le progrès technique, comment est-ce que ces gens-là vont retrouver du boulot, ne pas être simplement abandonnés par la société, ne pas être des exclus, et cetera. Ça, pour moi, ça, ce sont les questions qu'il va falloir se poser. Ça, c'est pour moi la question, en tant que société, à laquelle il va falloir qu'on réponde. Et donc, sur le marché du travail, va y avoir des nouveaux boulots, va y avoir des boulots qui vont disparaître. Tu vois, toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui en termes de transparence, d'explicabilité des algorithmes, et cetera, ça va créer du taf. Tu vois, ça va créer des et pas forcément des bullshit jobs, tu vois? Mais je pense que ça va créer des nouveaux trucs auxquels on va devoir enfin, des questions qu'on va devoir se poser, et cetera, et cetera. On va développer différemment. On parle de prompt engineer, est-ce que ça va vraiment être un taf, oui ou non? J'attends quand même un peu de voir, mais c'est possible. Enfin, tu vois, donc il y a de nouvelles choses qui vont exister. Est-ce qu'on va, tu vois, je sais que, dans la Silicon Valley, il y a de plus en plus de personnes qui militent pour une sorte de revenu universel parce que l'IA va ôter 80 des tafs. Écoute, déjà, on va déjà voir si l'IA est capable de ôter 10 des tafs. Et une fois qu'on en sera là, on en reparlera. Mais franchement, aujourd'hui, j'attends de voir. Qu'est-ce qu'on peut dernière question pour toi, Louis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'éthique des technologies en On peut souhaiter une meilleure appréhension du sujet par tout un chacun. Tu vois, moi, comme ça, en plus, je termine avec une référence de très, très haut niveau. On a déjà cité Wall-E, je vais te citer Ratatouille. Et Ratatouille, donc toujours, hein, Disney, Pixar, et cetera, où, il y a un chef qui a cette phrase qui dit: «Tout le monde peut cuisiner», et il dit, «Tout le monde peut cuisiner», ça veut pas dire que tout le monde a des capacités de cuistot, mais ça veut dire que un cuistot peut, sortir de n'importe où. Et ben, je pense que, tu vois, la philosophie de la technologie, l'éthique de la technologie, c'est pareil. Je pense que tout le monde peut philosopher et que tout le monde devrait, si il ou elle en a envie, appréhender le sujet de l'éthique de la technique. C'est pas réservé aux ingénieurs, c'est pas réservé aux doctorants en intelligence artificielle, c'est pas réservé aux habitants de la Silicon Valley. En fait, ça nous touche tous et toutes. Et donc moi, je souhaite que tout le monde se saisisse de ce sujet, si ça intéresse les gens évidemment, tu vois? Tu peux pas être passionné partout, mais ça va quand même impacter énormément de gens. Et donc je pense que, à l'instar du réchauffement climatique, je pense que c'est un sujet où toutes les personnes ont une voix légitime. Je pense que toutes les personnes, ou 85 des gens, bossent dans un secteur ou étudient dans un secteur qui est ou va être profondément impacté par l'IA. Et donc je pense que toutes ces personnes-là, si elles en ont envie, eh bien, elles sont tout à fait légitimes de se poser des questions, elles ont tout à fait le droit d'avoir envie d'investiguer tout ça. Et je pense qu'il faut effectivement, promouvoir ça,
Et donc notamment avec des cours et cetera, tu vois? Qui est une sorte d'introduction à l'éthique, pas forcément de la tech, je pense que l'éthique en règle générale c'est bien, mais si effectivement, les gens peuvent, voilà, se rapprocher un peu plus de ce sujet-là, je pense que ce serait une bonne chose. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup Louis pour cette conversation très enrichissante. Alors à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je vais te laisser écouter celle de Benoît Vigour, qui est formateur au sein du réseau Canopé pour l'éducation nationale en France. On écoute sa question. Selon toi, quelle est la compétence la plus importante à développer chez les jeunes aujourd'hui à l'ère de l'IA? Eh bien, tu vois, je pense que la première chose, au-delà d'une compétence technique et cetera, c'est l'esprit critique. On en parle souvent, mais vraiment, moi j'ai un de mes mentors en Belgique qui s'appelle Luc de Brabander, qui milite, pour, vraiment une création de cours de logique et d'esprit critique et de pensée créative et à l'école. Et je pense que ce serait une excellente chose. Et notamment, tu sais, dans une ère où aujourd'hui ça va être compliqué de croire même des images, des sons, des et cetera. Je pense qu'éduquer ou rééduquer les jeunes, mais soyons passant tout le monde, à l'esprit critique et à la et au plaisir de se poser une question. Tu sais, c'est pas genre juste un esprit critique parce que je rejette en bloc une vérité qu'on me présenterait, blablabla, et cetera. Non, c'est juste vraiment j'aime bien me poser une question parce que je sens que ça va me faire grandir, parce que je sens que ça va faire grandir la société aussi et j'ai envie d'y répondre. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement se creuser la tête sur les questions d'esprit critique, c'est certainement une bonne chose. Parfait. Mais écoute, merci beaucoup. Alors à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Si tu es dans ce podcast, c'est probablement parce que tu as une affinité à l'intelligence artificielle ou à la tech. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet? Parfait. Eh bien, écoute, c'est noté. Merci beaucoup de ta participation. Louis, je rappelle que tu es éthicien de la technique, écrivain et consultant chez BCG. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci beaucoup Julien. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.